Et si un développeur de modules, ce technicien un peu la tête dans le guidon, concentré sur son code, était en fait un maître de la croissance qui s'ignore? C'est une idée qui peut paraître un peu folle, mais qui, en fait, révèle énormément de choses sur la manière dont on crée des produits aujourd'hui. Voilà la grande question qu'on va décortiquer ensemble. C'est vrai que, à première vue, tout semble opposer ces deux mondes. D'un côté, on a celui qui construit, de l'autre, celui qui fait grandir. Et pourtant, en creusant un peu, on découvre une mentalité commune face à l'incertitude. On a tous cette image en tête, ce cliché. D'un côté, le technicien pur et dur, obsédé par la beauté de son code. Et de l'autre, l'expert en croissance, le nez collé à ses graphiques. Deux planètes différentes, vraiment? Eh bien, vous allez voir qu'elles sont bien plus proches qu'on ne l'imagine. Alors, pour bien comprendre ce parallèle, il faut d'abord qu'on casse un mythe. Oublions tout de suite l'image du growth hacking comme une simple boîte à petites astuces marketing un peu magique. Non, la réalité, elle est bien plus profonde que ça. Le growth hacking, c'est avant toute chose une philosophie. C'est une démarche super rigoureuse, très structurée, basée sur l'expérimentation systématique. Le seul et unique objectif, c'est de trouver les leviers les plus efficaces pour faire décoller la croissance d'un produit. Point. Et ce qui est vraiment au cœur de cette philosophie, c'est ce moteur, cette boucle qu'on voit ici. On part d'une idée, qu'on transforme en une hypothèse qu'on peut mesurer, ensuite on lance un test pour voir si ça marche ou pas, on analyse les données sans a priori, on en tire un apprentissage concret, et on recommence, mais en mieux. C'est un cycle d'amélioration continue qui est basé sur la preuve, pas sur la simple intuition. Ok, maintenant que les bases sont posées, revenons à notre éditeur de modules. Comment est-ce que cette culture de l'expérimentation peut bien s'appliquer à son quotidien? C'est là que ça devient vraiment fascinant. On va voir qu'il y a 4 points de convergence majeurs qui montrent qu'il a, souvent sans même le savoir, l'ADN d'un véritable gros hacker. Tout part d'une réalité et elle est assez brutale. Dans l'écosystème PrestaShop par exemple, une plateforme e-commerce très connue, le succès est loin d'être la norme. C'est même l'exception. On estime que seul un module sur 5 finit par vraiment trouver son public et devenir rentable. C'est peu. Et cette dure arithmétique, comme on l'appelle, elle a des conséquences énormes sur la façon de penser. Elle force à développer une mentalité très pragmatique. On ne peut tout simplement pas se permettre de s'attacher émotionnellement à chaque projet. On doit apprendre à faire des choix, à arbitrer, à trancher. Le premier point de convergence, et il est absolument fondamental, c'est cette obsession partagée pour la scalabilité. C'est-à-dire l'idée de passer de quelque chose d'unique à quelque chose de massif. Et là, le parallèle est juste parfait. Le gros hacker, il cherche une technique qui fonctionne et dès qu'il la trouve, il cherche à l'industrialiser. L'éditeur de modules, lui, fait exactement pareil. Il ne code pas pour un seul client, mais il conçoit un produit capable de fonctionner dans des milliers de boutiques différentes, avec des milliers de configurations. La logique est la même. Comment maximiser l'impact avec des ressources qui, elles, sont limitées? Deuxième point commun, l'expérimentation. Dans ces deux univers, on n'a pas le choix, on est condamné à apprendre en faisant, parce que l'incertitude, c'est la règle du jeu. Le gros hacker va lancer des tests très rapides pour valider ses idées. L'éditeur de modules moderne, lui, fait la même chose avec ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable. En gros, plutôt que de passer des mois à développer le module parfait, il va lancer une première version, même imparfaite, observer les retours des premiers utilisateurs et ajuster le tir en fonction. Chaque retour client devient une mine d'or d'apprentissage. On passe au troisième point qui est la conséquence directe des deux premiers, c'est le rapport à l'échec. Et là, attention, l'échec n'est pas vu comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil pour mieux gérer ses ressources. Le point crucial ici, c'est de dédramatiser l'échec. Pour un gros hacker, un test qui ne marche pas, ce n'est pas une défaite, c'est une information super précieuse. Ça lui dit ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'éditeur, c'est pareil. Il apprend très vite à couper les projets qui ne décollent pas. Pourquoi? Pour pouvoir mettre tout son temps et toute son énergie sur les modules qui, eux, montrent des signes encourageants. C'est de l'optimisation pure et dure. Et enfin, le dernier point de convergence, c'est la dimension collaborative. Dans des univers aussi complexes, l'intelligence collective, ce n'est pas une option, c'est un levier de croissance indispensable. Les gros hackers partagent sans arrêt leurs découvertes dans des communautés, sur des blogs, etc. L'éditeur de modules, lui, s'appuie aussi sur tout un écosystème, les forums d'entraide, les marketplaces, les autres développeurs. Essayer de tout faire tout seul dans son coin, c'est perdre un avantage compétitif majeur. C'est de ces échanges que naît l'innovation. Bon, maintenant qu'on a conscience de toutes ces ressemblances, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, l'impact, il est immense. L'éditeur passe du rôle de simple exécutant technique à celui de véritable architecte de la croissance de ses propres produits. Et ce changement de mentalité, il infuse absolument tout.
Le choix des fonctionnalités à développer, la façon de fixer les prix, la stratégie pour faire connaître ces modules, et même la décision parfois difficile de continuer ou d'arrêter un produit. Chaque aspect du métier est vu à travers ce prisme de l'optimisation continue. Cet état d'esprit amène à se poser de toutes nouvelles questions. On ne se demande plus seulement comment est-ce que je vais coder cette fonctionnalité, mais plutôt quelle est la manière la plus simple et la plus rapide de tester si les utilisateurs veulent vraiment de cette fonctionnalité. Et rien que cette question à elle seule, elle peut faire toute la différence entre un succès et un échec. En fait, en conclusion, cette analyse, elle dépasse largement le cas des éditeurs PrestaShop. Elle révèle une vérité bien plus large. Aujourd'hui, cette mentalité expérimentale, c'est tout simplement une compétence de survie pour n'importe quel créateur de produits numériques. L'invitation, au final, elle est double. D'un côté, aux éditeurs, prenez conscience de cette philosophie que vous pratiquez souvent sans le savoir, pour la formaliser, la rendre encore plus puissante. Et de l'autre, aux growth hackers, inspirez-vous de la rigueur technique et de la vision produit des développeurs, parce que c'est de cette fertilisation croisée que naîtront les produits les plus forts et les créateurs les plus avisés.